Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Dans cet épisode-ci, il sera question d'un sujet d'inspiration bien plus télévisuel, quoique, si on veut couper les cheveux en quatre, c'était bel et bien un film tourné en 35 mm avant d'être diffusé à la télévision. Il est question du téléfilm, et voilà un terme que vous n'avez plus entendu depuis près d'une quinzaine d'années, le téléfilm Doctor Who. Les téléfilms, ce sont des films qui sont réalisés pour la télévision, donc ils ont tous les désavantages de la télévision, ils sont découpés afin qu'on puisse mettre de la publicité tous les X temps, et de l'autre côté, ils n'ont aucun des avantages du cinéma, car bien entendu, ils ont un budget tout rikiki. C'était ça qui était censé être le début d'une nouvelle saison de Doctor Who, une saison de Doctor Who qui aurait été la première depuis l'arrêt de la série en 1989 sous l'égide de Sylvester McCoy, une série qui a d'ailleurs tenu un record de longévité improbable dans le domaine de la science-fiction, c'est que c'était la série la plus longue de ce domaine d'activité, vu qu'il avait tenu de 1963 à 1989 en ligne droite, avant de périr douloureusement et d'avoir été ramené à la vie dans un téléfilm dont je vais vous parler en cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinéma. Comment introduire le Docteur à un nouveau public? Vous pouvez essayer dans les commentaires de trouver une bonne manière de faire en réfléchissant au fait que cela doit introduire quelques concepts clés, comme le fait que le Docteur, oui, il a l'air anglais ou irlandais ou gallois ou écossais, etc., etc. Mais en fait, c'est un alien, parce que ça coûterait plus cher d'avoir un alien dans le rôle d'un alien qu'un anglais dans le rôle d'un alien. Puis pour un américain, un anglais c'est un alien, donc ça revient au même en quelque sorte. De l'autre côté, vous devez expliquer qu'il est si pas immortel, capable de se régénérer. Un mauvais scénariste mettrait ça vers le début de l'épisode, comme par exemple dans cet incroyable téléfilm, ou alors vous le mettez vers la fin, comme ça vous avez un cliffhanger où le type que vous avez appris à connaître est « Oh, c'est un anglais un peu excentrique, mon Dieu, que se passe-t-il? Il est en train de changer en quelqu'un d'autre, va-t-il survivre à suivre au prochain épisode ?» Comme ça vous avez déjà un petit hook narratif pour ce que vous voulez faire après. C'est un peu ainsi qu'on est censé procéder, les enfants, hein, n'est-ce pas? C'est bien entendu. Toujours est-il que vous devez aussi expliquer que grâce au TARDIS, il peut aller où il veut, n'importe où, mais aussi n'importe quand, et qu'ainsi vous pouvez vous appuyer, c'est ça que j'ai dit, sur un épisode qui se passe dans le passé où on apprend que le Docteur décidément a participé à un événement majeur de l'histoire de l'humanité en les protégeant contre l'un des nombreux personnages, c'est certain, qui sont issus de son panthéon, comme vous savez, je sais pas moi, les Siluriens, les Cybermen, ou les mecs qui ressemblent à des patates, et je sais pas moi, les Daleks, etc., etc. Bref, vous pouvez utiliser cela, ou alors en allant dans le futur et ainsi en faisant une histoire de science-fiction, parce que c'est à ça que sert la science-fiction. Elle est censée souligner des faits et des situations qui se passent actuellement dans la société et montrer en quoi, si on les monte en épingle, ils peuvent être dangereux à la survie de l'humanité. Pensez à l'épisode de l'année passée où tout le monde était censé faire semblant qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient une espèce de réseau social planétaire et que si jamais les robots ils se rendaient compte que quelqu'un il était mécontent, afin d'augmenter le niveau de satisfaction du public, ils tuaient les gens plutôt que d'adresser les problèmes sous-jacents de la société dans laquelle ils vivaient. C'est ça la science-fiction, ça vous fait réfléchir aux causes sociétales de ce qui se passe, tout en essayant de pas être trop prêchi-prêcha, hein, quand même, parce qu'on essaye quand même d'essayer de se divertir quand même, donc l'essai de la chose, c'est d'essayer de rendre tout ceci sympathique. Donc, ça peut se passer dans le passé, dans le futur, ça peut être historique ou ne pas être historique, et l'intégralité est censée vous amener à travers ces incroyables idées, c'est que le tout est un appel au voyage par l'esprit. Vous allez imaginer des choses imaginaires, y penser à des trucs qui sont improbables, et ainsi être dépaysé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est la BBC et qu'on essaye de relancer ce concept-là? On s'embourbe dans la continuité de l'ancienne série en essayant de forcer les Américains à admettre que décidément, oui, la série a très bien fonctionné pendant des années à la BBC, qu'il faut donc faire l'effort de ramener Sylvester McCoy. Sylvester McCoy, c'était le 7e Docteur, un type qui était connu pour avoir fait un génocide de Daleks, certes, mais aussi pour avoir vu la série s'écrouler sous ses pieds. Il faut dire ceci,
C'était un mec qui était censément genre je suis un bouffon, puis après on a découvert que bien entendu il avait un dark secret, qu'en fait il était monstrueux et que parfois il faisait genre je suis pas content et des choses comme ça, et qu'en fait c'était un mauvais acteur qui était connu pour des efforts dans le domaine de la pantomime, mais il n'était pas cher, hein, c'était un avantage. De l'autre côté il était spécialisé dans le fait de jouer des cuillères, c'est genre le niveau 0 du fait d'être capable de faire de la musique. Il y a le kazoo, les cuillères et faire. Ça, c'est le niveau 0 du niveau de la musique. Ça, certain, je suis content que vous compreniez. Donc, il a eu cette incroyable mésaventure que l'émission se casse la gueule sous ses pieds. Alors, les Américains, ils se sont dit, non, on n'a pas envie de la voir. On veut pas le connaître. On veut pas apprendre à le connaître. On trouve sa voix insupportable et son physique n'est pas très avenant. On pourrait pas plutôt avoir le type, on s'était mis d'accord, c'est Paul McGann, les gens le connaissent, il a été coupé au montage de Alien 3, mais bon, bah voilà, c'est un nom, mais on peut se le payer. En plus, c'est la particularité d'être très chic. Il a joué dans... Excusez-moi, j'étais en train d'avaler ma salive dans With Nail and Night, des choses comme ça, et bref, Paul McGann, c'est quelqu'un, il sait jouer. Et ils lui ont tout de suite mis une gigantesque perruque sur la gueule, comme ça il savait pas bouger le maximum de son crâne, et ils lui ont dit, voilà, ça c'est l'intro de ton épisode, bonne chance! It was on the planet Skaro that my old enemy, the Master, was finally put on trial. They say he listened calmly as his list of evil crimes was read, and sentence passed. Then he made his last, and I thought somewhat curious request. He demanded that I, the Doctor, a rival Time Lord, should take his remains back to our home planet, Gallifrey. Alors, c'est un truc qui est tellement con. Je sais que vous avez peut-être un peu mal au crâne parce que vous avez entendu cette phrase, vous connaissez la série, vous dites mais ça ne fait absolument pas sens, il n'y a absolument rien là-dedans qui soit dans le bon ordre afin de donner l'impression qu'on comprend la série précédente. C'est une série de référence à la précédente série, c'est évident. Mais ça ne veut rien dire, je vais vous expliquer pourquoi en allant au niveau moléculaire. Donc, il vous explique que le Master est l'ennemi du Docteur, ça semble assez logique. Qu'il a été jugé sur Skaro, qui est une des planètes sans doute du système Skaro, où on sait que décidément il y a la planète Skaro 5, si j'ai bon souvenir, qui est la planète où les Daleks ont éclos sous l'impact de Davros, bien entendu. Et de l'autre côté, on vous indique que ce sont les Daleks qui ont jugé le Master, tandis qu'ils auraient probablement plus de sympathie pour un Gallifréen génocidaire qui essaye de tuer ses congénères plutôt qu'une forme d'antipathie pour celui-ci, et que cependant, alors même que cette race, la race des Daleks, c'est quand même un coup de poing à la gueule quand vous essayez de relancer votre émission, avait été tuée il y a pas si longtemps que ça par Sylvester McCoy, le pire docteur, le 7e docteur, un type qui avait la particularité en Amérique de nos jours, il est connu pour avoir joué Radagast le Brun dans le Hobbit, c'est-à-dire c'est celui qui a de la merde dans les cheveux, parce qu'il a genre un nid dans les cheveux, et il a un chariot LOL avec des lapins. Sylvester McCoy. Très grand acteur, je l'ai vu au cinéma, je fais genre, ah mais c'est le docteur que je déteste, oh il a trouvé un boulot, après il a disparu, je l'ai plus jamais vu de ma vie. Donc toujours est-il que les Daleks étaient morts, ils avaient été tués par un truc Oméga dont j'oublie le nom, genre la particule Oméga, la solution Oméga, le pouvoir Oméga, Oméga, un truc comme ça. Et alors le docteur fait, je vais tous vous tuer, il parle comme ça, je vais tous vous tuer, tandis qu'évidemment le 4e docteur Tom Baker a fait genre, mais enfin je ne peux pas tuer les Daleks, car leur position dans l'univers c'est qu'ils sont tellement mauvais que le bien se ligue contre eux et qu'ainsi dans l'espace il y a plus de lumière à se battre contre les ténèbres dans un soliloque qui dure des heures. Et il se remet évidemment son écharpe derrière l'oreille, c'était pas lui qui se mettait autre chose derrière l'oreille, il se mettait l'écharpe derrière elle et que voilà. Et le tout vous mène à, donc, le Master, l'ennemi du Docteur, jugé sur Skaro par une population qui n'existe pas, mais qui pourrait avoir probablement plus de sympathie pour l'ennemi du Docteur qu'autre chose, a fait un deal avec les Gallifréens pour que leur ennemi juré, que c'est le Docteur, vienne chercher la dépouille de son ennemi à lui, afin que celui-ci soit enterré sur la planète de ses ancêtres, une planète où, vous le savez, il essaye de revenir depuis des années car il aimerait voler un cycle de régénération supplémentaire. Peut-être que les Daleks étaient de mèche avec le Master, etc., on n'en saura rien vu qu'évidemment il y a eu cet épisode-là, et puis plus rien, etc. Donc cela commence mal, on est dans le TARDIS, un TARDIS qui a coûté près de $1 million, et toujours est-il que voilà, c'est un TARDIS qui est très luxueux, qui est très joli, qui est très beau, qui représente d'ailleurs plus d'espace utilisé dans un hangar que la BBC était prêt à donner à la plupart des saisons qu'ils ont réalisées dans les années 80. Je veux dire, un seul décor du TARDIS aurait rempli l'intégralité du soundstage où ils auraient eu la possibilité de mettre ceci, donc vous avez
Donc, toujours est-il que à la fin, ce que vous avez comme scénario, c'est un scénario assez stupide qui arrive déjà à emprunter des choses à la série originale, tandis que le scénariste n'en avait jamais vu un épisode et que ça lui pose problème, admettons-le. Ça vous amène à des séquences comme celle-ci où le master explique que il est sapé en gallifréen, c'est ça l'effet. Ça vous donne ceci. Which is why we have no time to waste. But time to change. I always dress for the occasion. Well, I'm glad to see that you are aware of the gravity of the situation. I never... Ils ont sapé en Ming du film Flash Gordon. Il fait « Je m'habille toujours pour l'occasion » parce qu'Eric Roberts, il trouve ça très 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 ridicule, tout ce qui se passe autour de lui. Il peut faire tellement mieux, pense-t-il. Sauf que décidément, ce ne fut pas le cas, car je vous rappelle que la dernière fois que vous avez vu Eric Roberts au cinéma, c'était pour le film Dead or Alive, tiré de la série de Tecmo, et non pas évidemment tiré de l'histoire du groupe Dead or Alive, ce qui aurait beaucoup plus de sens quand on y avait référence à la musique des années 80. Donc toujours est-il que voilà, l'idée c'est que l'intégralité tourne autour du fait que le master veut récupérer le corps du docteur. Le docteur, lui, veut récupérer son propre corps, veut survivre à des effets particuliers qui sont ceux d'être passé dans un hôpital. L'hôpital, ils lui ont amené l'intégralité de ce système de santé tellement poussé qu'ils ont en Amérique, bien entendu, et que donc une charmante doctoresse locale qui était jouée par Daphne Ashbrook, l'ex-femme de Lorenzo Lamas, qui vous donne une idée du niveau de talent qui est réuni dans tout ceci, a ramené le corps de Sylvester McCoy à essayer d'arrêter sa propre régénération, ce qui fait qu'il a eu du mal à se régénérer et que donc il est devenu ensuite Paul McGann qui sort de la morgue avec l'intégralité du style d'un monstre de Frankenstein, car vous savez, pour un Américain, le docteur, c'est le monstre de Frankenstein, l'électricité et le mort revient à la vie, ce n'est pas vraiment un processus régénératif, ils ne comprennent pas qu'en fait c'est genre, là où la mort s'arrête, la mort reprend des rechefs chez les Gallifréens, et donc l'intégralité vous amène à un plum pudding improbable. Vous avez des séquences de course-poursuite fauchées, un combat à l'intérieur du cloître du TARDIS pour ouvrir l'œil d'harmonie, si j'ai bon souvenir, c'est l'œil d'harmonie, c'est le machin, c'est l'œil où il y a tout le pouvoir du TARDIS dedans, et que vous savez, c'est pas bon quand il s'ouvre, et qu'il y a genre un beffroi qui sonne quand les gens sont en danger dans le beffroi du TARDIS, et bla et bla et bliblis, et on comprend ceci avec un budget de quelque chose comme entre 5 millions de dollars et 9 millions de livres. On ne sait pas précisément qui ment, parce que les Américains disent on n'a pas payé plus de 5 millions de dollars pour tout ceci, mais peut-être qu'ils mentent, en prétendant bien entendu qu'ils ont été plus modiques que tout cela. Bref, le but de la BBC, c'est de faire payer les Américains pour des décors qu'ils pourraient réutiliser plus tard dans l'émission qu'ils pensaient réaliser. Vous savez, ils espéraient que ce téléfilm serait, bien entendu, l'appel d'offres pour une nouvelle série, ça va être tellement populaire. I shall prove to you the Eye of Harmony is open. Look at this. Yes. I'm gonna need an ambulance as soon as possible. This is Dr. Grace Holloway. Et ce ne fut pas le cas, bien entendu, car seulement 5 millions de téléspectateurs en Amérique se sont jetés sur cette étrange coproduction. D'ailleurs, parlons-en un bref instant, c'est coproduit par BBC Worldwide, Universal Studios, 20th Century Fox, et c'est diffusé sur Fox. Donc vous avez deux trucs de cinéma, une compagnie qui est évidemment le bras petit, faible et atrophié, mais cependant existant et américain de BBC Worldwide, et le tout est censé être réalisé par un type que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé des classiques comme Alex Rider Stormbreaker. C'était le jeu où il y avait un quête, il avait une Nintendo DS, que cette Nintendo DS c'était une Nintendo DS pour espion, elle avait des capacités pour faire du hacking dans le domaine du Wi-Fi. Bien entendu, il a aussi travaillé sur White Noise, c'était le film où Michael Keaton, il était triste que sa femme soit morte, alors il écoutait genre des phénomènes électromagnétiques, audio-phoniques, vous savez, sur les bandes, et genre pense à ta carrière. Et ensuite, quelques années plus tard, bien entendu, il était dans Birdman et tout allait bien mieux. Donc, comprenez que ce n'est pas extraordinairement intéressant, que ce n'est pas particulièrement efficace, et que l'idée que l'intégralité du truc tourne autour d'un quiproquo où le master essaie de convaincre un jeune homme coréen qui ne sait pas jouer tout en étant Eric Roberts, bien entendu, le master c'est Eric Roberts, pas le jeune homme coréen, ce qui serait encore plus étrange, je crois que ça pourrait être amusant,
que décidément le docteur lui a volé son corps à lui au master et que c'est un sale menteur le docteur c'est de la merde et le docteur nanani, le docteur nanana et que je veux rentrer dans mon corps, je veux rentrer dans mon corps, là j'aurai de la place pour m'épanouir dans son corps, ce sera super, je me sentirai très bien dans son corps, je vais récupérer mes régénérations et ensuite je pourrai faire régner le bien à travers l'univers et qu'ensuite à la fin le docteur dans cet incroyable système de torture là. Didn't you tell Lee I'd stolen your lives? Lee, he's lying! He's used all his lives, now he wants mine! Like I told you, this is my TARDIS! This is my body! Est censé donner un soliloque sur « Mais non, je suis bon, et le master, il ment, enfin, mon corps n'est pas si agréable que ça, je suis très mal dedans, etc., etc. » Et arrive à convaincre tous ses amis qu'il a réunis autour de lui, c'est-à-dire un jeune homme, un gangbanger coréen, qui décidément n'en a rien à foutre de sa gueule, soudain est transformé par l'esprit de la confiance que le docteur a en lui, et se rend compte que probablement que cet homme, qui est joué par Eric Roberts, qui est sans doute pas très sympathique dans la vraie vie, est un enfoiré, qu'il ment à des chefs et ainsi il opine du chef et il dit oui bien sûr je vais t'aider à sauver le monde et de l'autre côté vous avez évidemment la doctoresse qui met les mains dans le TARDIS pour faire une réparation rapide qui fait que l'œil d'Harmonie envoie directement son pouvoir à l'intérieur du TARDIS. C'est un peu comme si vous faisiez démarrer le TARDIS au Delco et bla 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 et bla. Un combat pathétique et interminable de mecs qui ne savent pas se battre autour de l'œil de l'Harmonie et oh non! Et c'était le seul concept qui était intéressant dans tout l'épisode. Le Master finit absorbé par la puissance du TARDIS, ce qui veut dire que peut-être que dans le futur, le TARDIS serait maléfique et aurait la possibilité d'envoyer le Docteur ici et là, toujours au pire moment de l'histoire d'une planète, au moment où la crise est la plus grave, pour voir si le Docteur était capable de faire triompher, dans les pires conditions, une forme d'espoir un peu bébête. Que c'est bel et bien l'espoir un peu bébête, c'est bel et bien ça que le Docteur fait régner dans l'univers. Avec l'intégralité, vous comprenez que quand le truc fait 5 millions de téléspectateurs en Amérique, certes 9,1 en Angleterre, ce qui était moins d'ailleurs que le reboot réalisé par Russell T. Davies, et qui, lui, arrivait à mettre l'intégralité des concepts en place. Je veux dire, parlons quelques instants du reboot de Russell T. Davies. C'est l'histoire d'un mec, il est mystérieux, qui croise une jeune femme, qui la sauve, et ensuite on est dans la vie de la demoiselle, qu'elle vit un quotidien improbable, vous savez, de la relative pauvreté de la lower middle class anglaise, et que parfois, au loin, on entend c'est ma manière de faire le TARDIS, je vais pas lui faire parce qu'après j'ai mal à la gorge. Toujours été là, entendre le TARDIS, c'est l'appel de l'aventure, et il y a des autones, que vous savez, ce sont ceux qui ressemblent à des robots, que ce sont des robots, mais en fait ce sont des mannequins, ce sont des gens qui portent du latex sur la gueule, ils font un peu peur, les autones, etc., etc., et que l'intégralité est finie avec, décidément, le Docteur, il ne sait pas ce qu'il est censé faire, car il y a eu un terrible problème dans l'univers, une guerre temporelle, qui a bel et bien mis hors de jeu, simultanément les Gallifréens et les Daleks, et vous vous retrouvez avec un mystère où le monde est expliqué, vous savez pourquoi vous allez suivre tout ceci, parce que ça vous change du quotidien des histoeurs à la con dans EastEnders, c'est que de l'autre côté, vous trouvez avec une compagnonne Rose, qui est sympathique, Rose, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant, vous savez, jouée par Billie Piper, la fameuse chanteuse, et que voilà, vous retrouvez dans une situation où tout fait sens, et il y a un mystère autour du Docteur. Tandis que la pire manière de procéder, c'est bel et bien de faire de lui le protagoniste d'une histoire où l'intégralité de l'enjeu, c'est son corps et un système de régénération gallifréen que vous devez expliquer au monde en expliquant que oui, bien entendu, il peut aller à travers le temps et l'espace, mais là, il est calé sur Terre. C'est pas bête. Et que l'intégralité vous amène à vous demander pourquoi on a décidé qu'il serait judicieux d'en faire un téléfilm d'1h25 où l'histoire est simultanément poussive, pas réellement intéressante, et en plus vous fait questionner le fait que le Docteur a jamais été intéressant, en quelque sorte. Et ne parlons pas, bien entendu, de cette étrange fascination qu'ils avaient avec le passage à l'an 2000, tandis que ça se passe le 31 décembre 1999, vous savez, le moment où Prince vous disait qu'il faudrait faire la fête comme on était en 1999, et que l'intégralité se passe, bien entendu, en 96, parce que ça a été tourné en 95, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est dispensable, ce n'est pas intéressant, mais bon, si jamais vous avez envie de faire l'intégralité de Doctor Who à un moment, vous aurez remarqué que ceci dure considérablement moins longtemps, par exemple, que les aventures de Sylvester McCoy, qu'il a eu, c'est 3-4 saisons, il avait 3 saisons, au moins 3 saisons, il a eu 3 saisons, peut-être plus, peut-être moins, c'est pas très grave, toujours est-il qu'elles étaient très dures à supporter, les saisons de Sylvester McCoy, qui étaient évidemment tournées sur papier chiotte et bande magnétique, et on n'avait plus les moyens de tourner quoi que ce soit en 35 mm, et que ceci a au moins été tourné en 35 mm, c'est techniquement un film.
Vous le verrez si jamais vous achetez le Blu-ray en vous faisant ainsi un papaouté de quelque chose comme 35 livres par la BBC. Alors, il est évident que si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez nous mettre un pouce vers le haut, vous n'aimez pas, mais pouce vers le bas, bien entendu. Vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner, vous ne voulez pas vous abonner, ne vous abonnez pas. Vous êtes abonné, vous n'êtes pas certain d'être pleinement abonné, vérifiez que vous êtes encore abonné et faites le ding-ding sur la petite, comment on appelle ça? Une cloche, je dois mimer une cloche afin de me souvenir d'une cloche, donc comme ça vous pourrez participer, à un moment ou à un autre je ferai un stream en live, et il est évident que tout ceci prend place dans une série de critiques cinématographiques venues de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Cinémartus